Assistant Emmanuel Louello, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va, on est là, ça va, on tient les coups. Ah, vous allez bien malgré tout ce que vous traversez. C'est ce que vous voulez. Parce que j'aurais appris que l'un des avocats du comité de gestion avait affirmé que tous les membres du collectif des agents révoqués, que vous alliez très bien, vous n'aviez aucun problème, aucun besoin que votre dossier soit traité en urgence. Alors, c'est pour confirmer ces propos où vous allez bien, c'est par rapport à l'habitude que nous avons à Kinshasa de dire déjà d'emblée, on va bien. Je dis que nous allons bien, non pas parce que nous sommes en bonne santé, mais c'est parce qu'on est résilient, nous sommes confiants que nous serons rétablis dans nos droits. Et on a ce mental-là positif, c'est comme ça que j'affirme que nous allons bien. Ah ouais, pour saisir la balle au bon, entrons dans le vif du sujet. Nous avons constaté, ou la toile a constaté le mercredi que vous étiez au Conseil d'État. Pourriez-vous nous faire les résumés de ce qui s'est passé et qu'est-ce qui vous a donné le courage ou les motivations de saisir la justice ou le Conseil d'État en particulier? Merci beaucoup pour la question. Le mercredi, nous étions au Conseil d'État parce qu'il y avait audience. Il y avait audience dans le dossier qui nous oppose à la communication. Oui. Et parce que pour comprendre ce qui s'est passé le mercredi, il faudrait peut-être essayer un peu de replacer les faits. En date du 4 février 2026, nous avons appris par la voie des réseaux sociaux. On a eu connaissance d'une décision rectorale qui a été signée le 2 février 2026, laquelle retirait purement et simplement toutes les décisions d'engagement du personnel de 2022 à 2025, période correspondant au mandat de l'ancien comité de gestion. Et lorsque nous avons appris cette décision, nous nous sommes comportés au regard de la loi. C'est-à-dire, on a introduit un recours administratif et en attendant l'aboutissement du processus de recours administratif, la loi nous autorise de saisir les instances judiciaires, notamment les juges administratifs, dans une procédure de référé liberté au regard de l'urgence et de la situation et de la gravité de la situation pour essayer de suspendre les effets néfastes de cette décision que nous considérons comme illégale et inique. Voilà, c'est comme ça. L'audience a été convoquée le mercredi dernier. Nous sommes présentés et l'audience s'est déroulée et il y a eu ce qu'il y a eu là-bas. Et il y a eu de graves révélations. Et c'est maintenant, cela vient confirmer. Regardez d'abord les graves révélations. Ah oui. On va y revenir. Alors, je voudrais que dans peu de temps, que vous expliquiez aux internautes c'est quoi une procédure en référé liberté, qu'ils comprennent. En droit administratif congolais, il y a cette procédure là qu'on appelle la procédure en référé liberté. Parce que lorsqu'une décision administrative est prise, cette décision crée des dégâts pour les victimes et qui peuvent saisir un juge. Et lorsqu'il y a une décision, nous avons des recours. On a le recours administratif et le recours judiciaire. Et le recours administratif, c'est un processus qu'il faut suivre parce qu'il faut commencer par les recours gracieux ou faire les recours hiérarchiques directement. Et quand vous faites ces recours hiérarchiques, vous pouvez initier les recours gracieux ou hiérarchiques. Vous pouvez initier une procédure à travers une requête en référé
liberté d'abord, c'est-à-dire parce qu'il y a un délai qu'il faut épuiser avant d'aller dans une procédure en référé annulation. D'abord, la procédure en référé liberté, une procédure d'urgence et que l'on saisit le juge, le conseil d'État, qui est le juge administratif, au regard de l'urgence et des dégâts que la décision a causé, et on saisit le juge administratif pour essayer de suspendre cette décision en attendant la poursuite normale du recours. Ok, merci assistant Emmanuel. Avant de parler du déroulé ou du déroulement de l'audience, pourriez-vous, dans peu de mots, raconter ou illustrer la situation que vivent les victimes de cette décision, pour que les gens comprennent au moins le soubassement ou pourquoi vous avez décidé de saisir la justice. Les quelques situations que certains d'entre vous vivent en ce moment. Merci beaucoup pour la question. Pour comprendre notre démarche, il faudra revenir d'abord sur la décision, essayer de la creuser et voir ce que cette décision a produit comme effet que je considère néfaste. C'est des effets-là qu'on veut parler. Et cette décision, lorsqu'elle a été prise, c'est-à-dire ça a violé certains droits et certaines libertés fondamentales, notamment le droit à l'emploi, et puis il y a aussi la rémunération qui a un caractère alimentaire. Et ce sont des droits qui sont garantis par la Constitution et les lois de la République. Et lorsque ces droits-là sont violés, ce sont des droits qui sont liés même, je dirais, à la vie. Parce que le salaire a un caractère alimentaire. Ces gens-là qui sont envoyés en chômage en masse ont des familles qui doivent prendre en charge. Et maintenant, au moins, ils se retrouvent dépourvus de moyens. Vous comprenez que ça crée comme des dégâts. Et à la suite de tous ces effets-là, nous estimons que cette décision est illégale et unique et viole nos droits. Et c'est comme ça. On s'est d'abord remis à la bonne foi de l'autorité qui a pris la décision à travers les recours administratifs. Et on a estimé que sa bonne foi n'est pas réelle. C'est comme ça qu'on a décidé de saisir le juge administratif pour essayer de suspendre l'exécution de cette décision. Ok, on comprend que par dignité, l'assistant Emmanuel Ouello ne veut pas relater les souffrances que vivent les victimes. On prend acte, mais on a compris qu'ils sont privés de leur rémunération depuis combien de mois maintenant? Parce que lorsqu'on vous a retiré, déjà le premier mois ne vous a pas été payé le mois de janvier. C'est déjà pratiquement 5 mois. 5 mois déjà. Mais je voudrais peut-être insister sur quelque chose. Parce qu'il y a une chose que les gens doivent savoir. Nous, on n'est pas en guerre contre un individu. Mais nous nous opposons contre une décision qui viole nos droits. C'est comme ça qu'il est toujours utile que l'on revienne un peu sur la décision et essayer de l'analyser et justifier ce que nous sommes en train de faire comme action. Ok. On peut passer à la suite de l'audience. Lorsque vous avez été retiré, il y a eu des motivations administratives, des procédures, des recrutements et autres, parmi lesquels on disait que la loi portant statut du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire, le VAD-MECOM n'ont pas été respectées, même la loi cadre n'ont pas été respectées. Parmi les motivations, les recteurs n'avaient pas signifié, n'avaient pas demandé l'autorisation de la tutelle pour recruter, n'avaient pas soumis toute la procédure à partir du département, conseil de l'établissement et autres. Mais, lorsque vous êtes allé, qu'est-ce que vous avez appris?
est-ce que ce sont les mêmes griefs qui sont revenus ou il y a eu un complément dans le discours du comité de gestion? Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord, d'entrée de jeu, revenir un peu sur la décision que nous contestons. Parce que dans la décision, on a évoqué certaines raisons d'ordre administratif. On a dit que les nominations du personnel n'avaient pas suivi la procédure. Ça, c'est pour revenir à ce qu'ils ont évoqué, notamment les dispositions du Vandemekoum et notamment ils ont évoqué l'arrêté de 2023 qui avait interdit la nomination des assistants. Mais moi, je voudrais d'abord préciser qu'il s'agit de 3 catégories du personnel qui sont concernés avec cette décision. Nous avons les personnels académiques, nous avons les personnels scientifiques, puis nous avons les personnels techniques, administratifs et ouvriers. Mais au regard de la loi portant statut du personnel de l'enseignement supérieur universitaire, il y a des critères qu'il faut remplir pour faire partie de chaque catégorie de personnel. Et les critères sont clairs. Par exemple, pour le personnel académique, vous devez être titulaire d'un doctorat. Et puis, si peut-être vous avez avant été assistant, chef de travaux, vous pouvez demander tout simplement une promotion et puis on vous l'accorde. Mais dans le cas contraire, vous devez passer par ce qu'on appelle une période probatoire de 9 mois. Et quand vous avez fini votre période probatoire, si les gens estiment que vous répondez aux critères, l'institution va envoyer votre dossier au conseil d'administration des universités qui ensuite va l'envoyer au ministère pour votre nomination comme professeur associé. Et pour les personnels scientifiques, la loi aussi est claire. Parce que quand vous regardez cette loi-là, portant statut du personnel de l'enseignement supérieur universitaire à partir des articles 21 et la suite, on donne des critères. Avoir au moins un diplôme de 2e cycle et avoir obtenu une distinction aussi par la dernière année, mais au moins, pendant les 5 ans de votre cursus, avoir au moins obtenu une distinction. Et puis mais lorsqu'ils ont évoqué l'arrêté de 2023 interdisant la nomination des assistants sans avoir le diplôme de DEA ou de master, moi je me dis que c'est un faux fuyant. Pourquoi? Parce que nous devons d'abord savoir qu'il y a une hiérarchisation de normes juridiques en droit positif congolais. Et la hiérarchisation de normes juridiques en droit positif congolais se trouve dans ce qu'on appelle une pyramide. Dans cette pyramide, nous avons au sommet la Constitution. Après la Constitution, nous avons les traités encore internationaux. Après, nous avons les lois, qui sont de 2 catégories, les lois ordinaires et les lois organiques. Et nous avons en 4e position les actes réglementaires. On peut trouver les arrêtés, des notes circulaires, et même les Vandemekoum qui régit les gestionnaires des établissements de l'enseignement supérieur universitaire en République démocratique du Congo. Et au bas de l'échelle, nous trouvons la coutume et les principes généraux des droits. Et nous estimons que cette décision a violé plusieurs dispositions dans le sens où la loi portant statut du personnel de l'enseignement supérieur universitaire n'a jamais été abrogée et une loi n'est abrogée que par une autre loi. Et l'arrêté qui est un acte réglementaire, au même titre que le Vandemekoum, parce que le Vandemekoum aussi définit les critères qu'il faut remplir pour être nommé assistant, professeur ou que ce soit. Et puis, cette décision révoque le personnel administratif, le personnel scientifique et puis le personnel académique. Mais chaque catégorie a des critères qu'il faut remplir. Et
cette décision, nous la considérons illégale dans le sens où elle n'a pas pris en compte tous les paramètres. Parce que lorsqu'ils évoquent par exemple le fait que les dossiers doivent être traités du département, ça monte à la faculté, ça va jusque-là pour qu'il y ait une nomination, vous n'allez pas demander à quelqu'un qui vient déposer son dossier à la faculté, au département de suivre. Non, un individu dépose son dossier, il attend. Et le fait qu'il soit nommé, c'est-à-dire son dossier a été traité. Et le recteur, en tant qu'organe, le recteur, en tant que gestionnaire, celui qui engage l'université, a estimé, bon, à la suite de ce qu'il a reçu comme information, parce que quand vous regardez, vous lisez la décision est motivée. Et à la fin, je crois, le dernier paragraphe, c'est ce qu'on dit, si proposition du secrétaire général académique, si proposition du secrétaire général à la recherche, si proposition du secrétaire général administratif, le recteur décide. C'est-à-dire que le dossier a déjà été traité en avance. Oui. Et venir évoquer ça, ce n'est qu'un alibi. Et à ce niveau-là, je veux essayer un peu de revenir à la question que vous m'avez posée. Et comme nous sommes allés au Conseil d'État, lorsqu'on a saisi le juge en procédure de référé libertaire, nous sommes allés suivre une autre raison. Sauf que l'un des avocats de la partie défenderesse est allé soulever, au moment de la plaidoirie, il est allé dire quelque chose que nous estimons de grave et qui a surpris beaucoup de gens, mais moi personnellement je ne suis pas surpris. Parce que ça vient confirmer ce que l'on a toujours décrié, que cette décision était beaucoup plus ethnique et tribale. Et un règlement de compte. Un règlement de compte, parce que la partie défenderesse, ensemble avec le ministère public, est allé affirmer que l'ancien recteur, c'est-à-dire le professeur émérite Jean-Richard Kamba Iboicha, n'a pas respecté les procédures et en tant que chef coutumier, il a voulu satisfaire tout le monde de son village et il a nommé les gens de son village et de son parti politique. C'est là vient confirmer ce que nous avons toujours décrié, que nous sommes objets d'un acharnement personnel à l'égard de la personne, des membres de l'ancien comité de gestion, notamment le recteur, et cette décision n'est qu'un règlement des comptes et c'est en fonction des affinités ethno-tribales. C'est ce que nous décrions et cela ne peut pas passer dans un État qui a des lois et tout un arsenal juridique. Assistant Emmanuel, vous pensez vraiment que ce discours-là tenu par l'avocat, parce qu'on apprend que c'est un avocat, il fait partie du collectif des avocats de la République. Donc il aurait été envoyé par la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire pour représenter la partie défenderesse, l'UNICIC, ensemble avec ses avocats. Est-ce que croyez-vous que ce discours-là vient du comité de gestion de l'université ou c'est juste venu de l'imaginaire de l'avocat lui-même? Connaissant un peu le droit, l'avocat reflète son client. Et parce que lorsque le fait se soit déroulé, l'avocat n'était pas là. Mais l'avocat est maintenant en train de défendre la cause de son client sur base de ce qu'il a comme information donnée. Et cela vient tout simplement réconforter ce que nous avons toujours décrié, parce que ça n'était pas sorti de notre bouche, mais c'est sorti devant la justice, et c'est ce qui est grave. Et nous en appelons à la prise de conscience et à la prise au sérieux de cette histoire, parce que nous devons préserver la paix et la cohésion nationale. Oui, nous tendons vers la fin de cette émission qui a semblé trop courte par rapport à la matière que vous avez à exposer. Est-ce que, lorsque vous étiez à l'intérieur, à l'UNICIC,
avez-vous senti cette haine tribale d'un clan X envers un groupe Y? La haine tribale, les discours séparatistes, les affinités ethno-tribales à l'hémicycle n'est un secret pour personne, pour tout le monde qui a essayé de fréquenter ces milieux-là. C'est ce que nous décrivons parce qu'il s'agit d'une institution publique de l'État et nous sommes tous Congolais. Que vous soyez de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, du Centre, nous sommes tous fils de la République démocratique du Congo. Et si quelqu'un remplit les critères et les conditions, ça ne peut pas poser un problème. Mais ce qui fait mal, c'est que là-bas, il s'observe une certaine phobie. Une certaine xénophobie, c'est-à-dire on ne veut pas sentir les autres, on veut que ce soit une institution mono-ethnique. Et quelle est la région ou l'ethnie ou la tribu qui n'est pas la bienvenue dans le corps professionnel de l'UNICEF? Sans tabou. D'abord, cette institution est en majorité composée des ressortissants de l'ère culturelle Congo. C'est-à-dire soit du Congo central, soit du Grand Bandou. Et lorsque les autres viennent, notamment, déjà du centre, avec les grands Kassai et puis un peu les gens de l'ère culturelle Swahili, ne sont pas toujours la bienvenue. Parce que les autres estiment que sont venus les envahir. Et c'est ce qui ne peut pas passer dans un pays donné, parce qu'on n'est pas un État mono-ethnique. Ok. Merci beaucoup, assistant Emmanuel. Bon, avant de chuter, vous allez... C'est pas le dernier mot, c'est le mot de la fin pour cette émission, parce que vu l'étendue de la matière, on doit nécessairement avoir un autre numéro pour un peu développer, parce que la rectrice avait déclaré dans son discours qu'il y avait les assistants se regrouper par rapport à leur tribu et autres. Bon, il y a à boire et à manger là-dedans. Le mot de la fin pour cette émission, pour vos amis du collectif qui vous suivent, pour les responsables politiques qui ont confié le mandat à ce comité de gestion-là, de pouvoir avoir quelque chose, vous avez quelque chose nécessairement à leur dire, vous pouvez vous exprimer face à la caméra. Je vous dis d'abord merci pour l'opportunité que vous nous accordez. Je peux exprimer un mot à l'égard notamment de nos autorités, c'est-à-dire les autorités du pays, à l'égard des membres du collectif, et puis à l'égard de toute la communauté congolaise. Allez-y alors. Et à l'égard des autorités, je vais leur dire ceci. Regardez la Nous caméra. sommes tous Congolais. Et la RDC est composée d'au moins 450 ethnies. Nous sommes tous ressortissants de ce pays-là. Et il n'y a pas un espace qui est réservé aux gens de l'ethnie X ou de l'ethnie Y. Et cette histoire doit les interpeller et doit interpeller la conscience de toute la communauté congolaise. Parce que notre pays traverse une situation compliquée avec des agressions à répétition et nous ne devons pas attiser la haine. Et ça doit éveiller la conscience de tout le monde pour qu'ils prennent conscience de cette question qui risque de générer à autre chose. Et aux amis du collectif et à tous ceux qui sont frappés, je leur dis ceci, un droit ne se donne pas, un droit se réclame. Et le courage n'est pas l'absence de la peur, mais c'est l'audace d'espérer. Et nous ne combattons pas contre une personne, mais nous combattons contre une décision qui a violé nos droits. Et nous devons nous réunir, nous devons mettre fin à cette histoire. Et je suis partisan de la lutte de non-violence et nous devons user de tous les moyens que les lois de la République nous reconnaissent. Et à l'égard de toute la communauté, il est maintenant temps que nous bâtissons dans nos discours
dans notre façon de faire les choses, dans notre manière de nous comporter, le tribalisme, et comprendre que nous n'avons qu'un seul pays qui est la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Nous n'avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo, un pays qui a besoin de tous ses fils pour, surtout dans ce secteur de l'éducation nationale, qui est un grand chantier qui a besoin de tous les cerveaux pour bien éduquer, pour pouvoir instruire la jeunesse congolaise. C'est par ces mots que nous vous disons merci. Prenez rendez-vous avec sur New Narrative Télévision, avec les collectifs des assistants, avec l'assistant Emmanuel Ouello. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Nous aurons encore des échéances pour pouvoir échanger sur plusieurs matières qui sont au cœur de la République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup.